Parce que l'inspiration, c'est au quotidien, c'est à chaque moment, regarder quoi, où, comment, qui, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on trouve joli. Voilà. Il faut pas suivre spécialement le chemin tracé, il faut se tracer un chemin et s'y tenir. On rêve, il faut faire rêver, et elles viennent rêver. Imaginez un monde où chaque histoire trouve sa voix, où chaque talent éclaire notre époque. Raconte est un média digital natif à l'écoute de notre temps. Les interviews grand format sont le premier chapitre de l'univers Raconte. Écoutez-les en podcast, visionnez-les en vidéo et préservez-les grâce à nos publications imprimées collector. Notre passion pour l'image est infinie. Raconte, c'est le fond avec la forme. Préparez-vous à voyager au-delà des horizons connus, aux côtés de celles et ceux qui les redéfinissent. Bienvenue dans l'Odyssée Raconte. Raconte, la rencontre. Bonjour Édouard Vermeulen. Bonjour. Bienvenue sur Raconte. Bien, merci de me recevoir et voilà, mais je suis à vous pour un peu raconter mon parcours. Eh bien justement, si vous deviez vous présenter à quelqu'un que vous ne connaîtriez pas, qu'est-ce que vous diriez ? Mais je dirais tout d'abord que la couture s'est un peu mise par hasard sur mon chemin, dans le sens où jeune, j'ai toujours aimé tout ce qui était art, décoration, architecture d'intérieur. C'était vers ça que je me suis orienté au niveau études. Et le hasard a fait que je suis passé avenue Louise, devant cet immeuble où il y avait une ancienne maison de couture. Je suis rentré, j'ai demandé, j'ai dit tiens voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à louer dans les environs ou ici dans l'immeuble ? Et la personne me répond non. Et me dit mais de toute façon nous avons tout est loué ici, il y a que le hall d'entrée à la limite qui est commun avec tout le monde, mais sinon tout le restant est loué. Donc je lui ai dit mais pourquoi pas louer le hall d'entrée ? Mais la personne me dit c'est un peu difficile puisqu'en fait vous devez c'est accessible pour tous les étages. Donc, à la limite, vous devez, pour niveau sécurité, arriver le premier, partir le dernier. Ben, quand on a 24 ans, on met toutes les chances de son côté. Et je me suis installé ici. J'ai loué le hall, j'ai repeint tout le hall d'entrée. J'arrivais le premier, je partais le dernier. Et je saluais tous les gens qui rentraient dans l'immeuble. Et ça m'a permis, petit à petit, de me familiariser ici avec l'avenue Louise, jusqu'au jour où les propriétaires de la maison Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan, m'ont dit, écoutez, nous quittons et il faudra voir avec le propriétaire peut-être de reprendre le bail de tout le rez-de-chaussée. Ce que j'ai fait, et j'ai mis le mobilier, si je puis dire, sur tout l'espace. Mais c'est toujours, on se rend compte que, au fait, quand vous êtes dans un secteur et qu'il y avait une activité avant vous, les gens reviennent encore parfois avec une nostalgie du passé. Et je me rendais compte que les gens disaient « Oh, il n'y a plus de vêtements, il y avait une maison de couture dans le temps. » Ben, j'ai dit « Oui, bon, mais maintenant, je dis c'est les meubles. » Le hasard de la vie a fait que dans ces années-là, dans les années 82, mon frère s'est marié et ma future belle-sœur me dit voilà, moi je sais pas très bien à Bruxelles où aller pour une robe de mariée. Est-ce que éventuellement la maison où tu partages le bail, est-ce qu'ils seraient intéressés, est-ce qu'ils font encore une activité? Et ça se fait, et c'est en fait une des dernières commandes qu'ils réalisent, et pour la robe de ma mère et pour la robe de ma belle-sœur. Sur ces entrefaits, le mariage a lieu. Tout le monde pose la question, d'où vient la robe de mariée? Qui a habillé la mère du marié? Et puis là, les réponses étaient la maison Léonard, l'ancienne maison Nathan, mais non Édouard, le frère de Pierre. Enfin, beaucoup de questions, peu de réponses, jusqu'au jour où je m'étais dit, il faut clarifier.
il faut clarifier. Mon frère me dit, écoute, en tout cas, ça a eu son succès, donc peut-être que tu dois y réfléchir. Le jour même, il y a des gens qui disent, vous vous occupez maintenant également de robes de mariée, de vêtements, couture et tout. Je dis oui, peut-être. Le lendemain, je suis rentré, j'ai mis une annonce, j'ai trouvé une ouvrière, j'ai été acheter une machine à coudre, du fil, du tissu, et on a fait les toutes premières pièces. On a cherché un atelier, on a été en province, on a trouvé des gens encore exceptionnels. C'était encore le temps où il y avait des ateliers de confection, de couture. C'était encore, puisqu'en fait le prêt-à-porter existait, mais n'était pas encore dans cette grande distribution, si je puis dire. On était au milieu des années 80 pour contextualiser. On était au milieu des années 80, c'était le début des marques, le début du prêt-à-porter, et je décide à ce moment-là de faire une petite collection qu'on met, entre guillemets, dans l'espace, déco. Et on sent qu'il y a un intérêt, et on s'y prend un peu au jeu, et je n'oublierai jamais Christiane qui a travaillé ici, qui était ma première ouvrière, qui était un peu inquiète de voir une boutique sans vêtements, un atelier sans machine, et une non-expérience du couturier. Et je lui disais, si jamais les vêtements ne vont pas, on fera des rideaux, et on fera de la déco. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle ait accepté, parce qu'après ça, elle a dit c'était assez hasardeux, parce que je n'avais pas l'expérience, et j'avais l'envie de réaliser quelque chose, et surtout de réaliser, évidemment, 40 ans plus tard, c'est parfois beaucoup d'insouciance à 24 ans de se dire on va se lancer dans la couture. En vous écoutant, on a presque l'impression que c'est accidentel. Vous avez trouvé d'abord un bâtiment pour une fonction qui n'était pas du tout celle de la couture, de créer une maison de couture, et tout est arrivé de manière assez organique, assez naturelle, de fil en aiguille, si j'ose dire. Oui, c'est vraiment de fil en aiguille, c'est la bonne expression. J'étais surtout, je ne connaissais pas, j'aimais les matières, j'aimais les couleurs, vous savez, dans la déco comme dans la couture, c'est quoi? C'est la couleur, c'est la matière, c'est le volume. Et j'ai toujours gardé dans nos collections un côté architectural de minimalisme, de sobriété et de simplicité, parce que c'était mes guides au niveau déco que j'ai gardé et transmis au niveau de la couture. Et depuis lors, ça a été surtout le premier défilé, parce que méconnu, 3 vêtements dans une boutique au 158 avenue Louise, il fallait se faire connaître. Et par rapport à maintenant, la création d'une marque de mode, on voit beaucoup de marques apparaître ces dernières années. Par rapport au contexte des années 80, c'était foncièrement différent, la façon de communiquer, la façon de présenter les choses, la façon de créer un défilé. Quel est votre regard sur ça? Le regard, c'est que, évidemment, 40 ans en arrière, si je n'avais peut-être pas fait ce défilé, ça ne se serait, c'est vraiment le hasard des choses que je rencontre une personne qui dit, c'était le début des œuvres caritatives avec des soirées pour essayer de rapporter pour chacune des œuvres quelques deniers, et on me demandait mon opinion. Je dis peut-être qu'il faut inviter des gens à un défilé payant, et pas pour moi mais pour l'œuvre. Et il se fait que sur l'œuvre sur laquelle les gens m'ont rapproché et que j'ai accepté de faire ce défilé, était une œuvre qui était présidée par la princesse Paola à l'époque. Rien ne prévoyait qu'elle allait y assister, mais comme c'était un défilé, elle a fait savoir à son directeur qui était l'administrateur de l'œuvre nationale des aveugles, je serai présente. Par le fait qu'un membre de la famille royale est présent, ça a attiré du monde, ça a attiré de la presse. Et le lendemain, on avait 40 modèles et on les a mis, on a mis les meubles de côté. C'est pas été le succès du départ, mais ça a été quoi l'annonce qu'à ce moment-là, je me décidais de faire le choix de ce métier-là.
Et on a eu au fur et à mesure, tout à fait, avec voilà ce que je puis dire, la cadence voulue de créer des collections et après d'acquérir vraiment cette clientèle que nous avons et qui nous est fidèle depuis des années. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit finalement la déco, l'architecture, c'est pas vraiment ça que je veux faire, c'est plutôt la rencontre avec la couture. C'est un peu à ce moment-là que ça s'est officialisé. Ça s'est officialisé. J'aime toujours faire la décoration, l'architecture d'intérieur. Je le fais à travers les espaces de travail, les boutiques, parce que ça fait toujours partie. L'inspiration est quand même encore toujours l'art. Et c'est de visiter des expos, de voir maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, on peut être au courant de tout ce qui se construit, se fait et tout. Et je trouve que c'est très très inspirant. Et je trouve que le monde a tellement évolué à ce niveau-là qu'il y a et surtout depuis le Covid, les choses ont pris une toute autre cadence. Mais une cadence à la limite, que je trouve plus intéressante parce que plus dynamique, plus jeune, plus à la recherche des nouvelles matières, plus à la recherche des formes, voir comment on crée une collection, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, après 40 ans, d'avoir pu, au fur et à mesure des ouvertures des boutiques et du marché à travers un peu l'Europe. Maintenant, on va un peu vers les États-Unis, on en va encore au bon marché, qui nous a donné évidemment une visibilité internationale. Et nous faisons ça encore toujours avec notre équipe, avec beaucoup d'empathie et de travail d'équipe, d'essayer de faire cette évolution que nous oblige, mais surtout que nous offre la mode. Vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à titre personnel? Non, je regarde pas, je suis pas très... les réseaux sociaux, pour moi, c'est de l'information, mais c'est très souvent regarder des Instagram de maisons, d'architecture. Ce n'est pas du voyeurisme social, c'est plutôt de l'information esthétique. Et je trouve que c'est très enrichissant à ce niveau-là. Vous venez de dire, ça fait 40 ans, même presque 41 ans maintenant, à l'heure où on tourne cette interview. Comment on garde la passion pendant 40 ans? Ça va être très difficile, parce que dans vos métiers, c'est quasiment un fait unique. Les couturiers, les directeurs artistiques, ils vont, ils viennent. Vous, ça fait 40 ans. Mais c'est vrai que je remercie tous les matins le ciel d'être passionné. C'est mon moteur de vie. Le matin, j'ai déjà la tête remplie d'idées, il faut faire ci, il faut faire là. La création est quelque chose qui se crée à chaque moment de la journée et qui se crée même dans les loisirs. C'est toujours se demander comment on peut mieux faire, comment on pourrait attaquer un marché, les matières, les formes, le contact avec les clients, je me suis consacré vraiment beaucoup de temps dans ma vie à mon métier parce que il me passionne et il me passionne toujours autant, si pas plus, parce qu'il y a les possibilités aujourd'hui qui sont parfois, avec l'expérience, plus dynamiques, plus de rencontres, ce n'est pas ce que nous avions au départ. Forcément, c'était local, puis vous devenez un peu national, et puis on devient par le coup international. Et toutes ces rencontres font que ça fait évoluer une maison, ça fait évoluer le style, et ça, je suis vraiment encore toujours tellement, Vous êtes en recherche permanente, en fait. Pardon? Vous êtes en recherche permanente, vous cherchez... Oui, en fait, c'est une recherche permanente. C'est une recherche permanente d'esthétique, un peu de gestion aussi, parce qu'une maison comme la mienne réside dans la gestion. Il y a le côté humain, il y a le côté marketing, il y a le côté produit, mais comment le présenter, que faire, comment amener les choses. Maintenant, il y a les boutiques, mais la première vitrine d'une boutique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, on se rend compte que les clientes, tout a tellement évolué. La cliente qui achète Nathan est une cliente qui est souvent active.
encore professionnellement ou familialement. Donc, le temps consacré au shopping est, disons, fort diminué parce que, au fait, les personnes rentrent ici avec un téléphone et disent « je veux essayer ça, parce qu'ils ont fait leur shopping dans le monde à travers leur téléphone. Donc, ils sont au courant, ils suivent les gens qui les inspirent, mais c'est quelque chose de fabuleux parce qu'en fait, une vitrine est évidemment une accroche, mais plus comme avant, parce que les gens se baladent dans d'autres endroits que, d'ailleurs, ici, avenue Louise, dans le temps, il y avait 30 boutiques, maintenant, je suis seul. Parce que le marché a complètement évolué. Maintenant, on est devenu une boutique et une maison de destination. Les gens viennent la plupart du temps avec rendez-vous. On a le promeneur, on a la personne, tout le monde ne connaît pas, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Mais ça a tellement évolué à ce niveau-là, mais je trouve, voilà, pas négatif. J'espère que les boutiques, en général, vont rester parce que je trouve que c'est la dynamique d'une ville. Une vitrine, c'est gai à observer, pas que dans la mode, dans tous les secteurs, c'est quand même, voilà, parce que s'il y aurait plus d'espace lumineux, ben, je crois que les rues seraient plus ternes. Pas tout numérique alors pour vous dès demain. Et donc, j'en vais, et de toute façon, c'est ce que je dis à mon équipe. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez Nathan, c'est doit avoir vraiment ce vécu et le plaisir de la découverte. C'est une expérience. C'est une expérience. Et aujourd'hui, une destination doit être une expérience parce que les gens sont fort gâtés par l'information qui est devenue tellement global que quand les gens viennent chez vous, eh bien, ils doivent en sortir ou ravis en tout cas, mais en tout cas ravis d'avoir eu cette expérience. C'est pour ça que nos ateliers sont visibles. On fait des visites d'ateliers, on explique comment l'on fait, on montre comment on monte une collection. On a beaucoup d'interactions avec les clients. Qui est la femme Nathan? Mais la femme Nathan est une femme que je veux avant tout féminine, élégante. Quand je dis élégante, c'est une femme qui prête attention. L'élégance n'est pas la sophistication. L'élégance, c'est le port d'un vêtement, aussi simple soit-il, mais c'est le soin qui est apporté dans tous les accessoires. C'est une femme qui aime un peu d'intemporalité, qui aime les choses sobres, les choses contemporaines, et c'est une femme qui ne vient parfois qu'occasionnellement chez Nathan, mais on a beaucoup de clientes, et c'est ça qu'on fait évoluer nos collections pour qu'on ait vraiment un suivi et par tous les réseaux comme on envoie, on contacte le client, on a pensé à vous pour ça. Je pense qu'il y a un grand service derrière et que ce n'est plus aujourd'hui simplement la cliente qui découvre une collection, c'est nous qui allons pas chercher la cliente mais qui allons l'informer et faire en sorte qu'elle reste cliente fidèle et surtout cliente chaque saison. Comment se passe l'expérience dont vous parliez juste avant ici pour contextualiser, parce que Raconte est en podcast et aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc on voit un petit aperçu du showroom. Je ne sais pas d'ailleurs comment s'appelle cette pièce. Mais cette pièce, c'est ce qu'on appelle, c'est notre pièce d'essayage. C'est notre grande cabine, c'est notre salon. Nous recevons nos personnalités ici pour être à l'abri des regards et surtout pour voir aussi nos essayages de collection. Le mannequin peut circuler, peut voir, les ateliers sont à côté. C'est ici que beaucoup de choses se passent, se créent, s'analysent avant que tout ça se mette dans les boutiques à la disposition des clients. Je suis content d'apprendre que nous sommes dans le lieu névralgique de Nathan, finalement. Mais dans j'ai l'avantage que cette maison ici, le 158 avenue Louise, en fait, c'est des centaines de mètres carrés. On a nos ateliers, on a nos matières premières, on a le modélisme, le stylisme, on a la vente, on a aussi les bureaux qui font la gestion. Bon, maintenant, ils sont partis, on les a délocalisés
à l'Arsenal, qui est un site magnifique, qui est plus industriel, où nous avons notre logistique et maintenant notre comptabilité et aussi notre vente, ce qu'on appelle vente en distribution. C'est 120 points de vente qui viennent acheter la collection un an à l'avance. Et ça, c'est un réseau qui est là-bas. Mais ici, cette maison, voilà, on y travaille avec une trentaine de personnes à chaque étage. Chaque étage a sa, si je puis dire, son rôle et sa mission dans l'évolution d'une collection. Et pour moi, c'est justement on peut dire bouger. Que c'est chez vous, en fait, tout simplement. Oui, mais je trouve que c'est agréable que, d'abord, c'est des vieux, si tu as un vieil hôtel de maître qui a déjà son passé et qui a surtout, par la rénovation que nous avons fait, à cette dynamique d'être comme les maisons de couture à l'époque. C'est aussi assez rare, j'ai l'impression, d'avoir tout au même endroit. Vous venez de dire, on a l'atelier de couture qui est ici à une vingtaine de mètres de nous. Ça se visite, ça fait partie complètement d'expériences utilisatrices finalement. Oui, c'est important, c'est ça. Quand on crée un vêtement, ben ici, ça passe d'étage en étage. D'abord, une collection réside le choix des matières. Après le choix des matières, c'est les croquis, les dessins. Que fait-on? Comment fait-on? Ça part chez les modélistes. Une fois qu'il y a les modélistes qui ont fait les toiles, ce que l'on fait, c'est... Et tout ça peut se passer dans la maison. Donc, la demande et l'analyse est immédiate parce qu'on n'envoie pas une pièce dans des ateliers à l'extérieur ou à l'étranger tant que tout n'a pas été fait et vérifié dans nos murs. Pour en revenir au processus créatif, à la base de tout, il y a quoi? Mais le processus créatif, aujourd'hui, je veux dire que chaque maison, chaque couturier, disons chaque styliste, créateur, a son fil rouge. Moi, j'ai toujours voulu garder dans l'image de la maison que les gens venaient chez nous plus pour une occasion qui ne veut pas spécialement être que la sophistication d'un mariage ou d'une soirée ou de vêtements apportés que en soirée smoking. Non, c'est une femme active et le processus pour nous c'est d'imaginer la cliente. Alors on a des tableaux où on se dit ce type de cliente a tel usage de cela. Donc, c'est au fait des maquettes qui sont établies, parce que je dis aujourd'hui, plus personne n'achète un vêtement si on ne voit pas dans quel contexte il peut être mis. Chaque femme, évidemment, a un mode de vie différent, mais malgré tout, tout se rejoint. Donc, je dis, le vêtement doit être portable à différentes circonstances. S'il est plus sophistiqué, forcément, il sera moins porté parce qu'il est trop occasionnel, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens retournent vers une qualité, vers une création qui n'est... Quand on dit intemporel, je préfère même dire contemporain. Les formes doivent être contemporaines, les matières doivent être contemporaines, parce que avant il y avait 3 générations, et maintenant on se rend compte qu'il y en a plus que 2, et on finira avec une, je ne sais pas, mais quand j'ai commencé en 83, il y avait 3 générations. Maintenant, une femme de 55 ans veut en paraître 40, 15 ans de moins. Donc, pour finir, elle se rapproche à 5 ans près de sa propre fille, qui donc... et ça, je crois que c'est les usages, le sport, l'alimentation. D'abord, la silhouette a complètement changé. Et au début? Eh bien, au début, on a déjà changé 3 fois les bustes dans la maison, en 40 ans de temps. Les épaules sont devenues plus larges. La taille est un peu plus droite. Les hanches ont disparu. Et, si je puis dire, on est ouvert à justement cette évolution. Et la taille numéro 1 était 42, maintenant c'est 40-38. Puisqu'au fait, les gens font fort attention d'une façon alimentaire. Donc, il y a
et je respecte à 200% la taille en plus. On fait justement dans nos ateliers et on est au service de tout le monde. Mais il se fait que aujourd'hui, surtout quand les gens viennent ici et qui savent que ce sera pour telle ou telle circonstance, ils se font vraiment le régime en disant je veux absolument perdre 1 ou 2 kilos. C'est devenu voilà, mais je crois que c'est le côté bénéfique de tout ce qui est publicité et de tout ce qui est cette évolution d'abord de nutrition qui a changé le corps. La femme est plus grande, la femme est plus sportive, donc voilà, mais ça a été voilà, c'est incroyable ce que nous faisions il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment, bon, j'espère que je suis curieux de voir comment cette évolution pour les années à venir, mais je pense que dans une certaine société, dans le vouloir paraître aujourd'hui, les gens font fort attention à leur silhouette. Ouais, tout à fait. De vouloir paraître, je pense qu'à l'heure des réseaux, on est en plein dedans. Oui, c'est dangereux d'ailleurs. Oui, il y a parfois des dérives à noter. Pour présenter ces silhouettes, ces tenues, il faut choisir des mannequins. Comment on choisit un mannequin, une érigie? Comment vous y prenez? Ben, choisir un mannequin, ça dépend pour quelles circonstances. On a des mannequins pour des shootings. Bon, voilà, à ce moment-là, c'est de l'image. Et parfois, je suis tellement étonné moi-même que je ne le sais toujours pas parce qu'on voit un composite. Un composite, c'est-à-dire toutes ces photos. Je reconnais déjà pas le mannequin sur les différentes photos en disant est-ce que c'est la même? Parce que le maquillage, la coiffure, l'attitude, tout est tellement heureux. Et entre autres, quand on voit le mannequin devant vous, on dit mon Dieu, et c'est elle. Donc, ça, c'est très, très, très difficile. Ça, c'est vraiment des gens d'image qui font ça, qui connaissent le mannequin, qui connaissent ses attitudes, et c'est ça qui est important. Mais alors, il y a le mannequin qu'on appelle cabine, c'est le mannequin qui fait les essayages des collections. Ça, c'est un mannequin qui doit avoir la morphologie et ce qu'on appelle le mesurage commercial. Et puis, il y a le mannequin défilé. Ça, c'est vraiment, oui, c'est sa façon de marcher. C'est sa façon d'évoluer dans un vêtement, puisqu'en fait, elle doit permettre, en tout cas, à donner cette envie de porter le vêtement. Et voilà, quand on a un défilé qu'il faut 40 mannequins, c'est bien que nous, on le fait fréquemment, donc on a une évolution et on a des bases, mais vous pouvez pas savoir que ce soit la photo ou que ce soit la vidéo, un mannequin par rapport à l'autre, on doit aussi adapter le vêtement, mais il y a énormément du charisme de la personne et sa façon de marcher et voilà, et c'est assez étonnant que toutes ces 3 parts de mannequin, image, essayage, défilé, c'est 3 femmes différentes. Parlant de femmes différentes, il doit y avoir une évolution énorme entre celles que vous avez connues à vos débuts, donc les mannequins des débuts, et les mannequins de maintenant. Certaines marques prennent même de paris ou de choix de faire ce qu'on appelle le body positive, de l'inclusion. Quel est votre regard sur ça? Le regard, c'est que forcément l'image et la femme qui porte l'image d'un produit définit fortement beaucoup de choses. Maintenant, mon regard, c'est que je veux jamais m'éloigner. Je veux une évolution parce que c'est important. La mode, c'est l'évolution. Il faut être chaque saison se dire, ça doit respirer une dynamique de la jeunesse et de la créativité. Donc, avec le même mannequin, parfois, il arrive qu'on fasse 2-3 saisons parce que rien que par le maquillage, c'est une autre femme. Donc oui, mais ça c'est comme nos clientes. Elles évoluent avec nous et nous évoluons avec elles. Je dis toujours une grande part de marketing dans notre travail. Donc c'est de voir comment la cliente évolue et ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que encore hier, je donnais une conférence et on me dit d'où vient votre inspiration? Je dis d'être assis ici, de vous observer.
Parce que l'inspiration, c'est au quotidien, c'est à chaque moment regarder quoi, où, comment, qui, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on trouve joli. Voilà. Mais ça peut être aussi bien un espace comme une personne dans l'espace. C'est voilà, l'inspiration, c'est oui, comme je dis, c'est la création de chaque instant. Une couleur peut vous susciter une envie de faire ça ou de faire ça. Et c'est vrai que je vis à travers. Il faut souvent quand je parle avec les stylistes, je ne suis pas du tout Monsieur j'ai raison. Je dis la seule chose, je dis j'ai l'expérience. C'est pas l'expérience des années, c'est l'expérience d'évoluer dans la société qu'on habite. Et ça, je le fais parce que c'est très important. J'assiste à des cérémonies, j'assiste à des dîners plus officiels, j'observe, je regarde, et voilà, parce que je dis, ces gens-là, je vais les habiller demain. Et c'est en les côtoyant, surtout en les observant, qu'on fait évoluer une collection dans un côté commercial, parce que aujourd'hui, une maison comme la mienne, 80 personnes résident avec des gros frais. Nous avons eu une excellente évolution depuis le Covid. Je le dois à mon équipe, je le dois à tout le monde ici dans la maison. Mais c'est vrai que on entend qu'en général, c'est pas si facile que ça, parce que la vie coûte cher, les vêtements coûtent cher, et voilà, quand vous faites déjà pour une femme les cosmétiques, les parfums, le vêtement de week-end, le vêtement usuel, ben reste-t-il un crédit parfois pour le vêtement, pour paraître, mais on rêve, il faut faire rêver, et elles viennent rêver. En parlant de prix, et justement, j'ai demandé à quelques copines que vous faites rêver, juste. Et elles étaient étonnées quand je leur ai montré votre site de voir les prix. J'entends par là qu'ils n'étaient pas si élevés que ça. Par rapport à ce qu'on imagine des maisons parisiennes très étudiées. Oui. Je parle de la gamme prêt-à-porter. Oui, ben voilà, vous mettez... Et c'était une question plus économique, parce qu'on vient de parler de beaucoup d'autres choses, mais par rapport à de la grande distribution que tout à chacun achète, la différence n'est pas si énorme que ça. Alors que vous avez des ateliers ici en Belgique, vous parlez justement de la main-d'œuvre est conséquente, les matériaux sont conséquents, les frais sont conséquents, et vous arrivez à faire ça. C'est quoi ce fait? Je vais vous dire, c'est le respect du produit. Je trouve que tout doit être juste. Vous savez, les choses coûtent de plus en plus cher. On est obligé de délocaliser un peu en Roumanie, tout ça, c'est encore européen et tout, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ces maisons qui font partie de ces grands groupes qui ont des gros frais, mais qui veulent une telle rentabilité qui multiplie, mais par 5, 6, 8, 10 fois. Moi, je trouve pas raisonnable. Je trouve qu'il faut un plan de financement, un plan de rentabilité, mais aujourd'hui, le succès d'un vêtement, c'est qu'il doit qualitatif et qualité-prix, ça doit être juste. Et je suis fort dans cette éthique du respect du produit, du respect du client. Il y a des vêtements très chers, mais il faut aussi des vêtements au juste prix. Et parfois, c'est vrai, un jour, il y a eu c'est vrai que c'était un homme charmant qui apprenait son épouse. Elle hésitait entre deux robes. Et bien alors à ce moment-là, à un moment, il a vu le prix, mais il m'a dit, on va pas hésiter. Moi, vous êtes sûr que c'est le prix? Et j'ai dit oui. Alors il m'a dit, ma femme va hésiter chez elle. Elle va plus hésiter dans le magasin. Parce que je trouve ça, qu'est-ce que c'est être raisonnable? Mais oui, quand on étudie, on sait les coefficients qui sont faits, on sait le prix de la matière. Moi-même, quand quelqu'un achète quelque chose de plus cher, mais j'ai dit, venez voir notre atelier et vous pouvez voir même l'affiche, parce que, voilà, c'était toujours été quelque chose de pour moi important, parce que c'est non seulement l'amour qu'on y met, mais c'est l'éthique avec lequel on met le produit en boutique avec, oui, son juste prix. J'aime pas trop parler prix parce que c'est très aléatoire, ça dépend de ce que l'on achète, mais il faut que ce soit juste. Ça, tout ce que vous venez de dire là, ça donne aussi une autre facette de votre personnalité, parce qu'on vous connaît d'abord comme couturier, créatif, mais vous êtes aussi un entrepreneur, un chef d'entreprise.
Et ça, c'est une autre singularité de vous et de Nathan, parce qu'il y a très peu de couturiers qui font les deux. Mais, et en plus propriétaires, j'oublie. Donc ça fait vraiment 3 casquettes. Non, mais je crois que c'est surtout de la gestion, de commencer seul, d'être prudent. Donc j'ai vraiment commencé en disant on va faire la moitié d'un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, on prend une personne, puis on peut se permettre une personne et demie. Et en fait, quand on construit, mais ça, il y a des gens qui construisent des fortunes, des développements extraordinaires. Moi, j'ai toujours voulu le faire raisonnablement, à la limite sans banque, sans rien, parce que je dis, j'aime bien que tout soit géré. Parce que dans une société, je me rends compte, et on l'a vu au moment du Covid, qui a quand même été un point d'arrêt pour beaucoup d'affaires. Si on a traversé ça, c'est justement ce côté raisonnable et bonne gestion d'une entreprise. Mais c'est pas que moi, mais c'est les gens qui vous entourent, mais c'est évidemment l'esprit dans lequel vous voulez que la maison évolue. Et ça a été pour moi toujours un point important, c'était dans l'éducation, on te donne 20 francs, eh ben, tu peux en dépenser qu'un tiers, parce qu'il faut toujours garder la petite pomme en cas de soif. En parlant d'éducation, je crois que vous venez d'une famille de brasseurs du côté de Ypres. Oui. C'était quoi l'univers à l'époque? Est-ce qu'on est vraiment aux antipodes du monde de la mode, même de Bruxelles? Je pense que toute personne qui est dans la mode n'a pas nécessairement baigné dans la mode. C'est vrai que mon père est décédé il y a 2 ans, mais je veux dire que il était brasseur et fils de brasseur. Donc c'était à cette époque-là, il faut pas oublier non plus qu'il y avait le notaire, le curé, le brasseur. Ça, c'était, quand on retourne un siècle en arrière, c'était vraiment ça. Et c'était une brasserie de petite ville de province. Et moi, quand je suis venu vers Bruxelles pour mes études, je me suis pas vraiment destiné dans cette industrie-là. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé la liberté de faire le choix de son métier. Parce que je dis à tous les jeunes, quand ils viennent ici en stage, je dis, il est très important d'aimer ce que vous faites avant de voir le rapport. Parce que, au quotidien, faire quelque chose qu'on aime, c'est le plus beau cadeau. Et c'est ce qui donne le plus de chances de réussite, parce que la contrainte, vous l'éloignez très fort de ce que peut avoir la contrainte sur un vécu. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon métier, j'ai un frère qui est notaire, mais parce qu'il était motivé par cela, et je trouve qu'aujourd'hui, à tous les jeunes, il faut pas suivre spécialement le chemin tracé, il faut se tracer un chemin et s'y tenir. Il serait encore possible pour un jeune créatif de créer une maison comme Nathan aujourd'hui en 2024? Alors, je vais vous dire, fut un temps moins, mais aujourd'hui à nouveau. Plus aujourd'hui qu'hier. Oui. Pourquoi? Parce que on peut le créer nouveau par les réseaux sociaux. Moi, l'autre jour, j'ai vu une jeune, et j'ai dit, vous sortez de l'école et je vois que vous êtes distribué aux États-Unis. Ah oui, tout ça, c'est par mon Instagram. Vous imaginez comment j'ai débuté, la charge d'avoir cet hôtel particulier, d'avoir tout ce personnel? Mais ça, c'est quelque chose que, il y a 10 ans, n'était plus possible, parce que c'est pour ça que les commerces, petit à petit, ont disparu. Pourquoi? Parce que les grands groupes ont investi dans les villes, ont changé le prix de tout. Et c'est devenu, malheureusement, un peu un shopping le même dans le monde entier. Ça, c'est un peu un regret. Mais les personnes, je vous dis, notre meilleure vitrine, c'est l'Instagram, c'est notre site, c'est notre e-commerce. Donc, pour une personne qui le fait bien, c'est un moyen extraordinaire de se faire connaître, sans pour autant s'engager dans des grands frais. Un autre aspect du développement, on va dire international de Nathan, c'est que vous avez une gamme de clientes un peu particulière parmi toutes les autres, les têtes couronnées. Comment vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais comment ça s'est mis en place? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui travaillent avec les têtes couronnées.
Mais disons que, en toute discrétion, ça s'est mis sur mon chemin, quand je l'ai dit. Vous n'avez pas cherché? Mais non, j'ai eu la reine Paula, princesse Paula à l'époque, qui a présidé. Elle est venue faire des achats. Mais puis après ça, par hasard, j'ai eu la cour de Suède, puis j'ai eu la cour d'Hollande, puis j'ai eu la cour de Luxembourg. Peut-être parce qu'on fait un vêtement qui convient à ces usages un peu protocolaires, bien que ce n'est pas que du protocole chez nous. Mais ça a été une tellement belle expérience de côtoyer, de pouvoir servir ces familles royales, parce que en plus la nouvelle génération est soucieuse de la mode, elle est élégante, elle est plus dynamique. Il y a moins justement ce côté protocole comme on imaginait. J'aime bien la reine d'Angleterre, mais c'était très c'était un manteau, un chapeau, toujours un peu la même idée, parce que c'était comme des icônes qui devaient rester dans leur style. Maintenant, toutes les reines ou les princesses, elles vivent une vie, elles voyagent, elles bougent, elles ont mille activités, mais encore toujours pour des situations un peu plus officielles, où le vêtement peut-être qu'on crée pour elles ou qu'elles trouvent chez nous, j'espère, leur satisfait. C'est un game changer total pour vous. Mais ça fait partie de ma vie, parce que, mais je mets très souvent aussi dans la création différentes cases, en imaginant qu'on ne fait pas que boire du champagne, on ne fait pas que des voyages. Il faut aussi amener des nouvelles générations dans les maisons chez nous et de leur proposer des choses parfois qui sont quand même plus accessibles, malgré qu'elles ont toujours un peu ce touch avec quelque chose en plus. C'est ce que les gens recherchent dans chacune des maisons de couture. Vous voulez dire dans la technicité, dans la façon de le porter, dans la façon de l'avoir sur soi, de la façon dont ça tombe. Quand vous parlez de technicité... Mais la technicité, c'est l'évolution de la mode, c'est l'évolution des matières, et la matière détermine la création. On démarre toujours, comme je dis, par la matière. Et chaque matière ne peut pas... Les gens, parfois, se disent « Ah, j'aime bien ça, mais je fais comme ça. » Je dis non, on peut pas transposer tout. On ne sait pas d'un meuble qui est fait en bois, de dire tout à coup, on va le réaliser en métal. Non, chaque matière a un peu sa spécificité de travail, de rendu, d'effet de couleur, et de port, parce qu'il y a le vêtement léger, le vêtement plus structuré, il y a le vêtement, le overcoat, c'est-à-dire le manteau, le pantalon, donc tout, Mais pour nous, tout ça, ça paraît simple, mais c'est vrai que pour le commun des mortels, parfois, quand on explique comment on monte une collection, on peut pas tout faire en tout. Il faut que, il y a le prix, il y a la matière, il y a le poids, et les finissages, les finitions. Quand vous montez 2 collections par an, si je ne me trompe pas. Automne-hiver, printemps-été. Ça représente combien de croquis? Oui, ça représente beaucoup de croquis, ça représente beaucoup de moments... D'abord, c'est beaucoup de croquis, c'est beaucoup d'inspiration, comprendre quel va être le fil rouge de la collection, mais c'est pour terminer à 100 pièces, 110 pièces, et peut-être commercialiser 60, 70. Ça dépend un peu aussi de la vente et de comment on le réalise, puisque quand on va dans 120 points de vente qui viennent et de points de distribution, mais on sent aussi comment les gens achètent, et ça nous influence quand même à limiter à ce moment-là pour pouvoir réaliser et permettre de fabriquer le vêtement. Ça, on doit être quand même assez rationnel. Quand vous définissez, par exemple, la thématique d'une collection, par exemple une couleur, un motif, une forme, un type de forme de drapé, c'est vraiment un gros pari parce que vous allez faire peut-être toute une gamme de robes ou de vêtements dans cette thématique-là. Il faut être quasiment sûr de son coup que ça va être la tendance du moment. Comment on prépare ça? Mais ça reste... je compare toujours que si j'avais une jolie épicerie et que j'aurais tous mes fruits et mes légumes, un peu de tout, mais en même temps, est-ce que je vais vendre toutes mes fraises? Est-ce que je vais vendre toutes mes cerises? Et ça, c'est le bon vouloir du commerce.
on voit ce qui plaît au moment, et malheureusement, tout ne peut pas plaire, mais à nous d'essayer de commercialiser au mieux et d'expliquer le pourquoi on l'a fait, et on trouve quand même, malgré tout, pas toujours, mais quand même l'amateur un peu pour tout. Il y a un processus ou c'est Non, le processus, c'est ça. C'est d'instinct. Les instincts, le départ, c'est vraiment l'instinct, c'est de se dire, ça, on pense que c'est un bon vêtement, et puis les gens, on demande aux vendeuses pourquoi ça marche pas. Mais parce qu'elles ont déjà ce style-là. Bah, je dis, elles ont ce style-là aussi. Non, mais l'accroche, oui, le commerce est quelque chose que malheureusement n'est pas une science exacte, et on doit faire face, et on a des invendus et on a des super vendus. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes toujours en observation partout où vous allez, vous observez des gens. Est-ce que vous avez déjà trouvé des muses comme ça? Vous avez arrêté quelqu'un, je sais pas, dans la rue ou à une réception. Vous avez quelque chose? Non, je reste toujours très discret. Je reste discret en retenue, à moi d'observer. Je trouve quand une femme est élégante, de le lui dire, parce que je dis les belles choses les bonnes et belles choses doivent être dites, mais je suis assez discret et j'observe et voilà, et je fais ma propre analyse. Et puis parfois ça quitte votre esprit, donc voilà. Et puis parfois des choses restent. Pourquoi? Et ça réapparaît peut-être un jour. Et ça réapparaît. De toute façon, un esprit créatif est un esprit qui est comme tout le monde, un peu chacun dans sa branche, mais est en éternel, permanent, la question, bien, pas bien, bonne couleur. Aussi, le changement d'idée. Je dis, on décide. Et je dis chaque fois, quand on travaille avec l'équipe, je dis, chacun peut émettre, entre guillemets, son avis dans le travail, parce que l'apport de chacun et la réflexion de chacun peut amener à encore une autre réflexion. Et j'ai toujours, personne ne sait mieux que quand on fait une bonne analyse complète. C'est une façon de rebondir en permanence aussi. C'est pas une façon de rebondir, et puis il faut quand même essayer de ne pas être changeant, parce que à un moment il faut voilà rester sur ses choix, parce que il faut lancer une production, il faut lancer un défilé, il faut lancer une prise de vue. Oui, ça c'est, mais il y a toujours un risque. Ça doit être un dilemme énorme, parce que à quel moment une création est aboutie? Comment vous dites, allez, la pièce, ça, c'est bon, elle peut partir en shooting ou en défilé? C'est parce ou bien on a un coup de foudre, ou bien on la trouve belle, mais c'est pas pour autant qu'elle est commerciale. Et puis ce qui est beau, quand on voit en mouvement, ne peut pas être beau par la photo parce que c'est statique, et le contraire. Parfois quelque chose qu'on dit, la photo, ne respire pas, mais par contre, quand on voit le vêtement en mouvement, ça fait rêver. C'est difficile que tous les créneaux et que tout ensemble, qu'on fasse la boucle complète, mais comme l'une pièce en amène l'autre, et la présentation, les suggestions, la couleur, tout ça pour finir continue à faire rêver la femme, j'espère, et chacune trouve ce qu'il faut. C'est la conjugaison de tout, si on peut résumer ça. Mais j'ai toujours une conjugaison de beaucoup de choses. Mais c'est aussi la femme qui doit se sentir bien et qui va, nous mettons tout par thème de couleur. Donc, au fait, qu'est-ce qui attire d'abord? C'est la couleur. Puis après ça, c'est la matière. Et puis, c'est la forme. Et bien, tout ça, justement, dans un univers, les conseils que nous avons à travers notre service vente doivent permettre aux gens de les orienter parfois vers autre chose qu'ils ne pensaient pas, parce qu'ils aiment bien aussi être surpris et d'être conseillés, ou alors de vraiment aller, aujourd'hui comme par les réseaux sociaux, vraiment ce qui est précis et que les gens disent « je veux ça ». Bon, et voilà, très bien. Donc vous analysez vraiment la demande, la tendance du moment, et non pas, vous ne vous calquez pas forcément dessus, mais c'est un point très important pour vous. C'est un point très important, il faut toujours être présent. Il faut écouter le client. Il faut écouter, observer et réagir aussi. Pour les collections 6 mois c'est rien, donc chaque fois quand on termine une collection, il faut déjà recommencer une autre. Souvent je me dis c'est dommage qu'il n'y a pas qu'une saison, enfin on ira peut-être quelque chose de genre climatique. C'est fou comme déjà ça, il y a déjà une forte évolution. C'est-à-dire que on garde des intemporels
mais toutes les grandes maisons font ça aujourd'hui, pour respecter. Parce qu'en fait, c'est important qu'un vêtement se porte pas toute l'année, mais oui, les gens sont plus à acheter des vêtements de plein hiver ou alors de plein été. Dans nos pays, eh bien, voilà, les gens portent leurs vêtements à travers les saisons et se mélangent parce que on peut avoir, aujourd'hui on a 22 degrés, eh bien demain on en aura 14. Eh bien forcément on change pas sa garde-robe chaque fois qu'un jour change de température. Mais on évolue, on interchange, on combine. Et ça je trouve amusant aujourd'hui d'avoir des vêtements qui traversent un peu les années et les saisons. Est-ce qu'il y a une femme ultime, une femme que vous auriez toujours voulu habiller, mais vous n'avez jamais réussi? Alors elle peut être vivante, décédée ou fictionnelle. Oh, ben... Une femme qui vous fait rêver, que vous diriez habiller. J'ai aimé la période... moi, ce qui m'inspire, c'est les années 50, la couture de Balenciaga, de Monsieur Dior. Bon, c'est aussi un peu la période Audrey Hepburn, Jackie Kennedy. C'était des femmes liées à Radiville qui aimaient la mode, qui la portaient élégamment. Aujourd'hui, eh ben, c'est une femme, voilà, comme je dirais une Reine Rania, une Kate Middleton. Ça, c'est évidemment plus dans notre secteur que j'aimerais, voilà, pouvoir un jour conseiller et d'avoir leur vision de ce qu'est Nathan et ce qu'ils attendent de Nathan et ce qu'ils trouveraient chez Nathan. Rania, la reine de Jordanie, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On envoie l'invitation au cas où. Est-ce que, avec toutes ces années, toutes ces collections, parce que 2 par an, on vient de dire environ 60 pièces par collection, donc 120 tenues par an, c'est énorme. Est-ce qu'il y a déjà eu des flops? Des fois, ça n'a pas marché. Il y a des meilleures années que d'autres, mais ça c'est le commercial en général. Quand il y a des conjonctures un peu plus difficiles, et je pense que nous sommes dans des conjonctures pas faciles, mais quand ont-elles été faciles? Moi, quand on me dit c'était mieux à cette époque-là, j'ai pas de réponse. Vous n'êtes pas nostalgique? J'ai aucune nostalgie parce que je me dis aujourd'hui, ben il y aura toujours la fête quelque part, et il y aura toujours le désarroi quelque part. Il faut respecter les moments et de ce qui se présente. C'est vrai que on a déjà eu parfois des collections qu'on se dit, ben là cette couleur-là ne s'est pas vendue, ou cet usage-là ne s'est pas vendu. Moins de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires. Ben pour le moment, on est dans une phase plutôt positive depuis 2-3 ans, donc on essaie de la maintenir. Il y a beaucoup de travail là derrière, beaucoup de travail de bonne communication, de création qui s'adapte au marché d'aujourd'hui. Et comme par exemple notre installation Bon Marché, qui a doublé d'espace maintenant, je veux dire, au niveau choix et demande, ben, c'est une bonne expérience de voir qu'est-ce qui se vend. Parce que là, c'est comme un laboratoire, c'est un laboratoire international. C'est différent de ce qui se vend à Bruxelles, différent de ce qui se vendra même à Anvers. Mais c'est d'essayer de faire la meilleure synthèse pour avoir j'aime pas le mot déchet, mais avoir le minimum de déchets dans une collection. C'est le respect aussi d'avoir des vêtements et de ne pas avoir cette surproduction qui est le problème de la fast fashion aujourd'hui, qui est quand même un créneau très polluant, si on n'est pas le plus grand. Dans le top 5 mondial. Dans le top 5 mondial. Oui, ben c'est ça. Alors nous, notre circuit est déjà court. On fabrique en Europe. Les matières sont européennes. On essaye de vendre le maximum de pièces, de produire juste ce qu'il faut pour justement avoir le minimum de surplus qui est là, qui ne rend le bonheur à personne, puisque simplement ce n'est plus vendable ou ça s'est dévalorisé, je trouve dommage. Est-ce que la presse spécialisée en mode internationale a une influence totale sur une collection? Est-ce qu'il faut faire ou défaire une collection? Il y a un mouvement. Mais vous savez, avant, je me rendais compte j'achetais tous les magazines. Maintenant, au fait, je n'achète plus les magazines, je regarde ce qui se passe dans le monde, de nouveau à travers les Insta et les sites.
Donc, on est mieux informé à ce niveau-là. Avant une synthèse, oui, j'achète parce qu'elle est un choix amusant et très bien fait. Vous allez toujours voir dans n'importe quel magazine de mode en début de saison les tendances. Mais au fait, je comprends, la journaliste qui est là, si elle a vu du rouge dans chacune des collections, elle va dire le rouge revient. Mais si vous allez dans chacune des maisons, vous n'allez pas trouver de rouge. Mais c'est ça pour la synthèse intelligente et normale, visuelle que la journaliste fait, et ça crée un peu des tendances, mais ça n'influence pas la femme. Parce qu'elles sont quand même malgré tout totalement différentes. Et un défilé, c'est quoi? Un défilé de créateurs. Pas d'un couturier, d'un créateur, comme il y a à Paris. Ben, quelle est la différence, justement? La différence, c'est que nous, je ne veux jamais faire un produit. Il y a des produits qui ne sont que de l'image, mais assez peu. Souvent, les créateurs font des défilés, c'est des spectacles. Ils ne se posent pas la question si ça se vend, ça se vend pas. Ça se trouve en couverture d'un magazine ou tout. On voit au JT que monsieur et madame tout le monde voit, vous voulez dire les toutes grandes maisons connues à Paris font effectivement ces shows extraordinaires qui coûtent une fortune. Qui coûtent une fortune, mais qui sont surtout que vous ne retrouvez jamais ces pièces-là en boutique, que vous ne retrouvez jamais ces pièces ailleurs que dans des shootings. Parce qu'il y a le côté artistique de la mode et puis il y a le côté commercial. Mais, comme j'ai dit hier justement aussi lors d'une conférence, je dis, les grandes maisons ne mettent pas la mode en avant. Ils le font au niveau de l'exclusivité de la créativité, pour étonner, pour parfois choquer. Mais en fait, tout ça, c'est pour amener les produits dérivés de la mode. Les parfums, les cosmétiques, les sacs, les chaussures, sur lesquels les multiplicateurs sont de 20. Et ils sont tous dirigés vers ça. Demain, il n'y aura plus de vêtements et de moins en moins de mode. C'est pour ça que je dis à mon équipe, on doit être les meilleurs parce que nous, on garde l'objectif vêtements. Vous n'avez jamais eu envie de faire cette diversification, parfumerie? Parce que justement, cette diversification, il faut des moyens énormes. Pourquoi est-ce qu'un cosmétique est mieux qu'un autre? C'est son marketing. C'est le poids qu'il a derrière. C'est la qualité. C'est l'image de la maison. Mais depuis des années, vous entrez dans une parfumerie, ben, vous allez avoir Chanel, Yves Saint Laurent, Dior au départ. Et puis après ça, vous allez avoir, au fur et à mesure, les cosmétiques qui vont disparaître au fond du magasin. Mais où est la chance de réussir de cela? Minime. Et c'est la même chose. Un créateur, quand je dis un créateur, un propriétaire d'une maison de couture, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui à son créateur? Un hit back? Ou de créer le snobisme d'un logo? Parce qu'on fait un sneaker, on fait un t-shirt, on fait, voilà, tous des produits dérivés qu'on multiplie par... Il y a des mêmes, chez Vuitton, il y a des choses qu'on multiplie par 100. Vous imaginez? Ça m'attriste, parce que c'est profiter de l'être humain, du snobisme, c'est du marketing, mais bon, ça vaut, c'est rentable, mais c'est pas ma philosophie. Vous êtes un vrai artisan, en fait, en résumé. Pardon? Vous êtes un véritable artisan, en résumé. Ben oui, parce que la couture, c'est de l'artisanat. Ces pièces sont faites à l'unité. C'est de l'artisanat. Ben, si jamais quelque chose doit se mettre en production, ben nous le faisons aussi, mais on n'a pas les mêmes codes du luxe que beaucoup d'autres maisons. Et je les admire, mais vous avez des gens qui sont de l'ENA et des hautes écoles qui dirigent des maisons, mais pour finir, entre la direction et le produit, il y a 20 pages de marketing, et puis il y a juste la couche supérieure qui dit, vous devez faire ça, 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 et vous devez les réussir, sinon on change de politique ou de personne. Ce qui est assez dur. C'est comme ça. De moi. C'est comme ça. Vous venez de parler des gens qui sortent des écoles de mode. On est en Belgique, on a 2 écoles reconnues internationalement, dont une ici dans la rue, la Cambre, et l'Académie d'Anvers un peu plus loin. Mais vous êtes la seule maison de haute couture et couture en Belgique. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas d'autres, selon vous? C'est parce que je me dis personne n'a eu le courage d'entreprendre, non. D'abord, je suis très reconnaissant de ces écoles, la Cambre et l'Académie d'Anvers. Ce sont des écoles qui nous ont mis la mode belge sur la carte. On a eu les 6 d'Anvers qui, évidemment, ont révolutionné un peu le type de vêtements, le type de défilé et tout. Mais ça reste toujours
un grand puits de créativité. Et nous avons beaucoup de jeunes, de stagiaires ici qui passent et parce qu'ils veulent. Il est important, en dehors du style, c'est de savoir comment une maison fonctionne, parce que de plus en plus les études rapprochent pas du commercial, mais de la bonne gestion, parce que créer, crayonner, coudre, imaginer, c'est bien, mais après ça, de commercialiser un produit, une image de marque, c'est un autre métier. Est-ce que vous avez déjà eu un regret? Mais je crois qu'on a des regrets au quotidien, mais il faut pas qu'ils prennent le dessus sur les joies et toutes les possibilités. Mais il faut ce contraste. Parce qu'un regret vous guide, c'est comme un accomplissement, vous guide à faire mieux, à faire autre chose. S'il n'y avait pas... Moi, j'ai toujours, il faut l'équilibre dans la vie, entre les joies et les peines, parce que c'est malheureusement parfois pas les peines qu'on reconnaît la chance d'être dans la joie. Et voilà, le regret d'avoir fait quelque chose vous motive de l'entreprendre pour essayer de le réussir, ou bien en tout cas de faire autrement. Ça ressemble à quoi une de vos journées? Vous êtes plutôt routinier ou alors vous êtes dans l'instant? Oh non, non, ça malheureusement... En fait, j'ai pris une routine maintenant, c'est de marcher. Je m'étais dit, bon, j'ai 40 ans de carrière, j'ai mon âge, je me sens en forme, mais qu'est-ce qui peut? Mais je pense que être dans la nature, promener, aller dans... Bon, ici, on a l'avantage d'avoir la forêt de Soignes, même l'abbaye de la Cambre, où je me balade, je fais le tour, je respire, oui, je veux pas dire que je parle aux arbres, mais je dis, ils étaient là avant nous, et je crois que l'énergie que eux donnent, c'est notre poumon, c'est la dynamique, c'est la chance qu'on a d'avoir des beaux espaces verts. Ça, c'est devenu quelque chose de très important pour moi, pour commencer ma journée. Et ça, je m'accorde, je devrais être, comme j'ai toujours déjà pensionné depuis 2 ans, ce que j'ai pas l'intention de faire, mais il faut se remettre quand même des petits codes pour essayer de se sentir au mieux. Et c'est surtout que votre cérébral, parce que je dis, ce mental est toujours ce qui vous guide. Mais par moment, c'est pas, j'appelle pas ça de la méditation, mais c'est le plaisir de se dire, la respiration vous permet de trouver un calme et de reprendre à ce moment-là les choses d'une autre façon. Vous venez de dire, vous auriez pu prendre votre pension il y a 2 ans. Vous la prendrez un jour? Non. Jamais. Tant que j'aime, on continue. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Aimer faire, entreprendre, est important dans la vie d'un être humain, d'un homme. Et tant qu'on a la passion et que ce n'est pas une contrainte, j'ai toujours dit, si un jour ça devient la contrainte, alors j'aurai le luxe d'arrêter. Mais tant que j'ai mes équipes jeunes autour de moi qui permettent plein de choses, on continue. Ça n'est jamais arrivé? Non. Et ça, je peux le dire. Gardez le feu sacré. Le feu sacré. On a tous des colères. On a tous des moments où on quitte le soir en disant « Demain, je ferai autre chose ». Mais déjà, une fois rentré chez soi, on se dit « Comment va-t-on faire demain ?» On arrive à la dernière question de cette interview, qui est la même pour tout le monde. Et quelle personne vous voudriez entendre, lire, voir dans Raconte à votre place pour réaliser une interview comme celle-ci? Mais ils sont tous les... Moi, je dis toujours, les gens de mon métier, les gens auxquels on peut s'inspirer. Et j'ai toujours des personnes inspirantes, peu à peu dans le secteur. On en croise beaucoup. Mais une en particulier. Une en particulier. 2, si vous voulez. Non, mais forcément, j'aimerais, un parcours d'un monsieur comme Bernard Arnault. C'est une personne que j'aimerais comprendre quel a été son chemin d'arriver à changer la monde international, la façon de gérer ses maisons et que la mode, l'univers, pour finir, leur appartient presque.
Mais des parcours comme ça, j'ai toujours j'aimerais, voilà, mais c'est parce que dans notre secteur, si cet homme-là n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé? Comment les choses auraient évolué? Il a fait changer le monde, de la mode en tout cas. Et quelles questions vous y poseriez alors? Si vous étiez à ma place? De dire, comment vous, sur le chemin, votre chemin, comment voyez-vous la mode de demain? Quelle sera la consommation du luxe de demain? Quelle sera, l'image de ces maisons? Parce qu'encore aujourd'hui, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on reprend une maison existante. On n'en crée jamais une nouvelle. On reprend Dior, on reprend pour d'autres groupes Courrèges, on reprend un Maltier, on reprend toujours le passé de quelqu'un. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je dis, pourquoi commence-t-on pas avec quelque chose de neuf? Quelque chose qui est un nouveau concept, que de réinventer le concept existant. Je vais rebondir sur ce que vous dites parce que ça amène à une question un peu bonus. Qu'est-ce que vous diriez que quelqu'un reprenne Nathan un jour, après vous? J'aimerais qu'il y ait un après Nathan. J'aimerais y participer. Parce que je pense que l'âme d'une maison, ça existe. Et j'aimerais que ce soit encore du vêtement. J'aimerais que ça inspire des gens. Et quand on fait le métier avec amour, passion, éthique pendant 40 ans, on espère le voir justement une pérennité à travers ça. Sous quelle forme? Demandons à l'univers, il nous l'enverra. Eh bien, merci beaucoup Edouard Vermeulen pour cet entretien. Merci à vous. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehaye et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité? Écrivez-nous.